En 1799, un jeune Norvégien, étudiant en sciences naturelles, arrivait en Allemagne, où la lecture de l'Athénaum l'enflamma pour la nouvelle école. Les frères Schlegel, le philosophe Fichte qui ne connaissait pas, Novalis, Tieck, Schleiermacher, Schelling, sans parler de Schiller et de Goethe, il y avait de quoi éveiller un cœur généreux. Le jeune homme les connut tous et plus tard. Devenu un savant grave et sérieux, il consacra les dernières années de sa vie à mettre par écrit ses souvenirs de jeunesse. Les 10 volumes du récit de sa vie et de ses expériences parurent à Breslau de 1840 à 1845. Sur Schelling. Sur ces entrefaites, August Wilhelm Schlegel était arrivé en compagnie de sa spirituelle épouse, de même que Schelling qui devait donner une conférence publique probatoire dans une grande assemblée officielle. Schelling arrivait de Leipzig, relevant tout juste d'une très grave maladie, à ce que j'ai entendu dire. La grande salle de conférence se trouvait donc emplie de professeurs et d'étudiants. Schelling monta en chair. Il avait l'allure jeune, il a 2 ans de moins que moi, bien qu'il se trouvât figuré maintenant parmi les tout premiers de tous ces importants personnages que je brûlais de connaître. Dans sa façon de se présenter, il y avait quelque chose d'aigu, de têtu, d'extrêmement volontaire, pommette saillante et large, tempes fortement apparentes, front haut, tous les traits du visage exprimant l'énergie, le nez quelque peu relevé, et ses grands yeux éclairs manifestaient une force de domination spirituelle. Le sujet de son discours était celui qui, alors, l'emplissait tout entier. Il parla d'une philosophie de la nature, de la nécessité de saisir la nature dans son unité, de la lumière qui serait jetée sur toute chose si l'on avait seulement l'audace de la considérer du point de vue de l'unité de la raison. J'en fus complètement séduit et je m'empressai dès le lendemain de lui faire une visite. À cette époque, le galvanisme occupait tous les naturalistes. On sentait avec puissance approcher le moment où les phénomènes électriques et les processus chimiques, unis à un plan supérieur, allaient s'expliquer mutuellement. Le sentiment de cet avènement tout proche s'était emparé de moi avec une force immense. Schelling m'accueillit non seulement avec beaucoup d'affabilité, mais avec une joie réelle. Je me trouvais être le premier naturaliste de profession à lui accorder mon crédit total, sans réticence et avec enthousiasme. Car jusqu'alors, il n'avait guère trouvé chez nos savants que des adversaires farouches qui, surtout, ne semblaient pas du tout le comprendre. Sa conversation était d'une richesse immense. Je connaissais ses écrits, je partageais son point de vue. Et si je n'étais pas absolument d'accord en tout, du moins attendais-je de son entreprise un changement foncier, et qui n'était pas seulement limité aux seules sciences naturelles. Mais je ne pouvais pas m'éterniser dans cette visite. Le jeune maître était pris par ses conférences. Ces brefs instants, néanmoins, furent en réalité si riches que, dans mon souvenir, ils gardent la valeur de longues heures de discussion. Mon accord avec Schelling avait fait naître en moi une telle certitude que son assurance frisait la témérité. Je me vois contraint de l'avouer. Certes, il était plus jeune que moi, mais soutenant par une nature exceptionnellement puissante et ayant fait son éducation dans des circonstances éminemment propices, il avait acquis très jeune une grande célébrité. Et il était là, courageux et menaçant, seul contre tous les champions d'un temps révolu, qui pouvaient bien tonitruer et jeter l'insulte, mais qui n'en durent pas moins, intimidés et craintifs, commençaient à céder le pas et à se retirer. Sur Fichte. J'allais de chez Schelling chez Fichte, qui commençait justement ses conférences sur la destination humaine. Ce petit homme trapu, avec ses traits coupants et autoritaires, m'en imposa considérablement, je l'avoue, quand je le vis pour la première fois. Sa conversation elle-même était comme tranchante et aiguisée. Familiarisé déjà avec la faiblesse de ses auditeurs, il s'efforçait par tous les moyens de se rendre compréhensible. Il se donnait toutes les peines pour prouver ce qu'il avançait, ce qui n'empêchait que son exposé gardât ce caractère abrupt d'autorité, comme s'il voulait, par un ordre auquel il fallait qu'on obéît, éloigner quelque doute. « Monsieur, disait-il, comprenez-vous ? Rentrez en vous-même, il n'est ici question de rien d'extérieur, uniquement de nous-mêmes. » Les auditeurs se sentaient réellement invités à rentrer en eux-mêmes par ces mots. Certains changeaient de position, redressaient le buste, d'autres se plongeaient en eux-mêmes et baissaient les yeux, tous visiblement
attendaient dans une grande concentration ce qui allait suivre. Monsieur, reprenait Fichte, pensez au mur. Et je pouvais le voir. Tous les auditeurs pensaient réellement au mur, et tous avec succès, à ce qu'il paraissait. Avez-vous pensé au mur? Maintenant, messieurs, pensez à présent à celui qui a pensé le mur. La chose curieuse était de constater alors comme un certain trouble se faisait sensible, un embarras certain. Beaucoup d'entre les auditeurs se trouvaient incapables apparemment de trouver nulle part celui qui avait pensé le mur. Et il me fut possible aussi de comprendre comment il pouvait très facilement se faire que des jeunes gens, qui au premier essai trébuchaient aussi gravement, puissent tomber par un essai ultérieur dans une disposition d'esprit très périlleuse et dans un état d'esprit dangereux. La conférence de Fichte fut excellente, nette, claire, et le sujet qu'il traitait m'enthousiasma sans mesure. J'avoue n'avoir jamais entendu une conférence semblable à la sienne. Hendrik Stephens, donc, traduit par l'excellent Anne Mergern, Les romantiques allemands.